Bonjour et bienvenue dans cette vidéo niveau 5e sur le chapitre de chimie numéro 4. Nous allons parler de la courbe d'ébullition et revoir un petit peu quelques notions générales sur les courbes, puisque l'outil courbe et graphique est très utilisé dans de nombreuses matières, en physique-chimie, en mathématiques, en SVT, en histoire-géographie par exemple. Commençons par un rappel. Une matière peut se trouver sous trois états différents, solide, liquide et gaz, et que pour transformer cette matière de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux, il va falloir la chauffer et donc augmenter sa température. Pour faire l'inverse, pour passer une matière de l'état gazeux à l'état liquide, puis à l'état solide, il faudra au contraire la refroidir et donc diminuer sa température. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux, ce qu'on appelle donc la vaporisation. Alors pourquoi parler de courbe d'ébullition alors qu'on fait une vaporisation? Eh bien la réponse est simple. Lorsque vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, vous allez voir apparaître des bulles, donc une ébullition. Mais le changement d'état qu'on est en train de faire, c'est bien une vaporisation. Donc on pourrait parler de courbe d'ébullition ou de courbe de vaporisation. C'est pareil. Ah oui, mais là je vois plus rien. Voilà donc une courbe semblable à celle que l'on avait tracée en classe. Alors quel est l'intérêt d'utiliser des courbes en sciences ou dans d'autres matières? Eh bien, tout simplement pour voir comment évolue une grandeur mesurable par rapport à une autre grandeur mesurable. La grandeur mesurable qui nous intéresse ici est la température, que l'on va mesurer avec un thermomètre, et on va voir comment elle évolue par rapport à une autre grandeur mesurable, le temps, que l'on va mesurer avec un chronomètre. On veut ici vérifier comment évolue la température en fonction du temps qui passe, et non pas l'inverse, puisque ça n'aurait aucun sens. En effet, la température qu'il fait à l'extérieur dépend du moment de la journée. Il fait plus frais le matin, plus chaud l'après-midi et plus frais le soir. Mais les différents moments de la journée ne dépendent absolument pas de la température qu'il fait à l'extérieur. On écrira donc d'un point de vue mathématique la température en fonction du temps, en fonction de étant écrit par la lettre F, avec entre parenthèses la grandeur qui nous intéresse. Lorsqu'on veut tracer la courbe de la température en fonction du temps, en fonction de, donc ici le temps, cette grandeur, est toujours placée sur l'axe des abscisses, alors que l'autre grandeur, ici la température, sera toujours placée sur l'axe des ordonnées. Il ne faut pas oublier de noter à l'extrémité de chaque axe les grandeurs utilisées. Ici, sur l'axe horizontal, le temps mesuré en minutes, par exemple, et sur l'axe vertical, la température mesurée en degrés Celsius. Comme l'axe horizontal représente le temps, lorsque je me déplace sur cette courbe de gauche à droite, je vois comment évolue la température en fonction du temps qui passe. Si je choisis un point précis sur la courbe, ce point représentera la température qu'il fait à l'instant présent, et la courbe sera un petit peu comme une machine à remonter dans le temps. Je pourrais connaître l'évolution de cette température dans un avenir proche, ou au contraire, remonter le temps et connaître la température qu'il y avait dans le passé. Comment comprendre une courbe telle que celle-ci? Eh bien, si je choisis un point de la courbe, l'écart entre ce point et l'axe horizontal va représenter la température qu'il fait à cet instant précis. Si je me déplace maintenant sur ma courbe de gauche à droite, c'est-à-dire en fonction du temps qui passe, je vois bien que cet écart est en train d'augmenter, donc la température augmente, et à ce moment précis, l'écart va devenir constant, donc ma température n'évolue plus. J'observe donc ici un palier de température, c'est-à-dire la température va toujours rester constante. Et dans ce cas précis,
la température reste constante à une valeur de 100 degrés Celsius. Il s'agit donc de la courbe d'ébullition de l'eau pure. Tous les corps purs liquides vont présenter une courbe d'ébullition semblable à celle-ci, avec un palier de température. Mais la valeur de ce palier dépendra du liquide étudié. Pour l'eau, dans les conditions normales, ce palier correspond à la température de 100 degrés Celsius. Par contre, pour les mélanges d'eau et de sel, d'eau et de sucre, pour la plupart des mélanges, ce palier n'existera pas. Il sera soit très atténué, soit n'existera pas du tout. Toute cette partie de courbe correspond à l'eau liquide qu'on est en train de chauffer, et le palier correspond au changement d'état, c'est-à-dire à la transformation de l'eau liquide en vapeur. En classe, certains d'entre vous m'avaient posé la question de savoir ce qui se passait si je posais ma casserole sur un réchaud qui chauffe davantage. Eh bien, la réponse est simple. Si le réchaud chauffe plus, la température va augmenter plus rapidement, mais lorsqu'on va atteindre les 100 degrés, on va retrouver le même palier. On aura donc une courbe qui va augmenter plus vite, mais qui présentera toujours un palier de température. Par contre, si je chauffe l'eau sur un réchaud qui chauffe moins, j'aurai exactement la même courbe, mais la température va augmenter plus doucement, et lorsqu'on va atteindre le palier, la température va rester constante de nouveau à 100 degrés. Alors il y a un moment où cette courbe s'arrête. Et bien ça correspond tout simplement au moment où dans ma casserole, toute l'eau liquide s'est évaporée et s'est transformée en eau vapeur. On vient donc de voir que dans les conditions normales, la courbe d'ébullition de l'eau pure présente un palier de température à 100 degrés Celsius. Pourquoi est-ce qu'on précise dans les conditions normales? C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Si vous faites chauffer de l'eau dans une casserole et que vous vous trouvez à Saint-Paul-sur-Ternoise, qui se situe à une altitude d'environ de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, au-dessus de la surface de l'eau, il y aura bien évidemment de l'air. Cet air va venir appuyer sur la surface du liquide. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de gonfler un ballon alors que quelqu'un est en train d'appuyer dessus de toutes ses forces, mais vous aurez toutes les peines du monde à le gonfler. Et bien c'est pareil pour les bulles de gaz. Pour qu'elles puissent apparaître à Saint-Paul-sur-Ternoise, il va falloir chauffer l'eau à 100 degrés. Par contre, si vous faites la même chose au sommet du Mont Blanc, à une altitude de 4810 mètres environ, il y a moins d'air. Donc la pression atmosphérique sera plus faible. Et pour faire apparaître les bulles de vapeur dans l'eau liquide, il faudra chauffer l'eau à seulement 85 degrés. Donc au sommet du Mont Blanc, les conséquences sur la courbe d'ébullition seront les suivantes. La température de l'eau va augmenter normalement, mais on va atteindre un palier à une température inférieure à 100 degrés. Au sommet du Mont Blanc, on aura une température d'ébullition de l'eau aux environs de 85 degrés. Si maintenant je veux faire la même expérience mais dans une cocotte minute, il y aura toujours à l'intérieur de ma cocotte minute de l'air qui va venir appuyer sur la surface du liquide, mais au fur et à mesure que je vais chauffer l'eau, je vais avoir en plus de la vapeur qui va apparaître et qui va rester dans la cocotte minute puisque celle-ci est fermée. Il y a cependant une soupape de sécurité pour éviter que ce surplus de vapeur ajouté à l'air exerce une pression trop forte et fasse exploser la cocotte. Arrivé à un certain moment, cette vapeur pourra s'échapper par la soupape de sécurité. Mais comme en plus de l'air se trouve dans ma cocotte de la vapeur,
Cette vapeur, qui est un gaz, comme l'air, va venir également appuyer sur la surface de l'eau. On aura donc une pression supérieure à l'air toute seule. Et il faudra donc chauffer l'eau à une température supérieure à 100 degrés pour voir apparaître des bulles. Donc dans une cocotte minute, l'eau va pouvoir bouillir, mais à une température d'environ 115 degrés. Donc dans une cocotte minute, l'influence sur la courbe d'ébullition sera la suivante. On aura toujours la température qui va augmenter régulièrement, mais cette fois-ci, on va atteindre un palier à une température plus élevée. Nous venons donc de faire une petite mise au point sur la courbe d'ébullition de l'eau que nous avions vue en classe. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.